suis Mario Lévesque, je suis le président de l'Association des fournisseurs de services pétroliers et gaziers du Québec. C'est un organisme qui a pour but de développer l'industrie pétrolière et gazière, l'industrie du service, pour s'assurer que ce soit des Québécois qui fassent ce travail. Ça a été fondé en novembre 2011. Après le congrès qu'il y avait eu de l'Association pétrolière, c'était une demande. Puis si on veut voir une industrie qui est viable, ça prend des gens qui sont sur place. Point de vue économique, ça fait plein de sens. Point de vue sécurité aussi. Si tu as des entrepreneurs locaux qui ont l'expertise, donc ça devient beaucoup plus facile et plus sécuritaire de faire le travail. Normalement, les bouts de forage sont récupérés et traités par camion dans des facilités comme New Alta. Il y a des entreprises qui sont déjà au Québec, qui sont spécialistes dans le traitement de ces bouts de forage. Là. Bien entendu que ce n'est pas quelque chose que tu peux relâcher dans la nature, pas du fait du nombre de contaminants, mais du fait qu'il peut y avoir des hydrocarbures à l'intérieur, qu'il peut y avoir des solutions qui sont très, très salines, parce que ça vient des sous-sols. Ça doit être traité. Dans différentes juridictions, mais ils font différentes choses avec ces bouts de forage-là. Il y a certains endroits qui utilisent les bouts de forage pour faire des routes, parce que c'est pâteux, c'est une structure qui est très solide. Mais la plupart des endroits, puis au Québec, ce qu'on prévoit faire, c'est justement les faire traiter dans des facilités comme la compagnie, je viens de vous dire, New Alta, qui se spécialise là-dedans. Depuis que les forages ont commencé, je vous dirais, dans les années 2005, ça a tout le temps été le même processus qui a été fait. Il faut que ce soit récupéré. Quand on parle du carottage, c'est une chose qui est différente. Là, les compagnies vont conserver les carottes. On a un entrepôt à Québec qui est propriété du gouvernement, qui s'appelle la Carothèque, où tous les carottages du Québec sont entreposés. Puis par la suite, mais les gens peuvent aller faire des études et des recherches sur cette Carothèque-là. La totalité des forages, sauf quand tu vas arriver en région désertique, vont traverser des nappes phréatiques. C'est quasi impossible de faire un forage sur la terre ferme, puis même en mer, sans traverser une nappe phréatique. Puis il y a différents niveaux de nappes phréatiques aussi. Il y a des nappes phréatiques de surface, il y a des nappes phréatiques aussi plus en profondeur. Puis il y a même des nappes phréatiques à plusieurs milliers de mètres de profond, qui sont les anciennes mers qui sont contenues. Mais ça ne fait pas vraiment partie parce que les gens puissent pas d'eau. La chose qui est faite, c'est que quand tu fais ton forage, là, tu vas faire ton trou. Mais pour protéger la nappe phréatique, il y a un premier casing qu'on appelle, c'est une structure d'acier qui est insérée à l'intérieur. Avant de te rendre plus loin, ils vont cimenter. Puis ce ciment-là, mais c'est pas comme un ciment qu'on utilise en maçonnerie. C'est un ciment qui gélifie automatiquement au contact de l'eau. Puis d'ailleurs, il y a une régulation dans l'Ouest canadien sur les formes de ciment. Le forage en tant que tel, avant qu'on se rende dans la nappe où c'est intéressant de travailler, dans la formation rocheuse, on va avoir ce cimentage-là, cette protection d'acier-là, ce cimentage-là, cette protection sur 3 épaisseurs. Quand on va arriver à aller voir qu'est-ce qu'il y a dans ta formation rocheuse, ta nappe phréatique est protégée par 3 épaisseurs de ciment et 3 épaisseurs d'acier, qui sont les tuyaux, les tubages d'acier. Fait à ce moment-là, le risque de contamination ne vient pas du sous-sol. C'est une façon très sécuritaire. Puis ces coffrages-là aussi sont inspectés et radiographiés régulièrement pour s'assurer de l'intégrité. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent la question, oui, mais si tu as un tube de 600 mètres de long, comment tu fais pour savoir? Il y a des caméras, puis il y a des outils de réverbération, puis il y a des outils qui sont envoyés dans le tubage pour vérifier l'intégrité. Puis c'est nécessaire parce que par la suite, là on ne parle pas ici en Gaspésie nécessairement de fracturation, mais quand tu arrives des puits qui sont fracturés, comme en Pennsylvanie, comme dans l'Ouest canadien, quand ils font de la fracturation hydraulique, bien, il faut s'assurer que tu n'auras pas de perte de pression. Parce qu'il y a une impossibilité à fracturer la roche si tu as une fuite dans ton tuyau ou dans ton casing. Parce que la pression ne peut pas monter. Okay, ça fait que l'intégrité, c'est une des choses les plus importantes de la structure. Puis on a vu aussi qu'il y a des travaux parce que, comme cette année, il y a eu des travaux qui ont été faits dans les puits qui ont été forés dans le gaz, justement pour vérifier l'intégrité des puits.
La meilleure voie présentement pour le transport, puis là, on parle bien entendu quand ça va être rendu à l'étape de la production. Ce qu'on peut regarder, ça va être par train. Premièrement, les wagons, c'est des choses qui se transportent très bien. On le sait, on va avoir besoin de faire une amélioration du réseau ferroviaire en Gaspésie parce qu'il n'est pas nécessairement adéquat. Mais ça, c'est des choses qu'il va falloir que le gouvernement planche dessus avec l'industrie pour travailler, puis les gens aussi du train qui vont avoir l'occasion de travailler là-dessus. Mais les wagons, c'est quand même une des meilleures méthodes présentement parce que ça élimine les camions de chère route. Transporter par camion non plus, c'est une méthode qui n'est pas bien efficace due à la distance. Deuxième méthode qu'on va pouvoir penser éventuellement, s'il y a des quantités qui sont significatives de pétrole, ça va être par bateau. On envoyer des bateaux aux raffineries. Puis en dernier lieu, mais là, s'il y a vraiment un développement qui se produit, l'éventualité de faire un pipeline qui partirait puis qui pourrait faire longer le centre de la Gaspésie pour se rendre aux raffineries ou au lieu d'exploitation qu'on pourra avoir. Des raffineries vont venir des entrepreneurs. OK. Là, il y a une occasion pour les entrepreneurs gaspésiens de développer des choses. Il va y avoir si on a cette industrie-là qui se développe en Gaspésie, il va falloir que les gens de la place, les gens qui veulent, prennent en main ces choses-là, puis les développent. Tu vas à l'international, tu vas aller chercher des investisseurs, tu vas intéresser des gens, mais oui, ça pourrait être fait. Est-ce que c'est nécessaire que ce soit fait? Je ne suis pas sûr présentement, parce que les quantités de pétrole ne sont pas encore prouvées. Il reste encore beaucoup de recherches à faire. Éventuellement, est-ce que ça peut devenir intéressant? Oui. Je verrais aussi, pourquoi pas, s'en aller dans la pétrochimie, les plastiques, des choses comme ça, des transformations qui peuvent être différentes. Comme vision qu'on a à l'association, nous, on a besoin d'un bon mix énergétique. On parle beaucoup d'électrification des transports présentement. Bien, c'est peut-être une voie de l'avenir aussi. Dans l'électrification des transports, puis moi, je trouve ridicule qu'on utilise encore du diesel et de l'essence pour les transports. Quand on a le gaz naturel qui est beaucoup moins polluant et tout aussi efficace. Mais la molécule de pétrole peut servir à plein de choses. On sait que la ressource est épuisable. Mais si on s'en va, on utilise notre production de pétrole pour s'en aller vers des choses qui sont recyclables. Utiliser ta molécule de pétrole, bien, justement pour faire des plastiques recyclables, pour faire s'en aller au niveau des molécules de médicaments. Il y a des personnes que j'ai vues en conférence qui disaient ça, une goutte de pétrole, rendue au bout de la ligne, tu peux la transformer en aspirine. Parce que tu utilises ta molécule de carbone dans la pharmaceutique. Fait qu'il y a plein de choses qu'on peut aller. Puis ça, pour moi, mais c'est vraiment un développement que je veux laisser à mes enfants. C'est la raison pourquoi. Puis après ça, on veut éthiquement faire un développement local parce qu'on va avoir le contrôle comment c'est fait. On n'achètera pas du pétrole d'un pays où les droits sont bafoués ou peut-être que les lois environnementales ne seraient pas aussi sévères. Quand tu arrives sur les marchés, le développement, comme là présentement, il y a une politique d'utiliser notre agriculture ici. Mais pourquoi pas avoir une politique aussi de production pour notre énergie et de l'utilisation locale? On utilise déjà pour 15 milliards de litres par année d'essence au Québec. C'est énorme, environ 14 milliards de dollars d'importation de pétrole et d'hydrocarbone. Il y a une grosse marge d'amélioration à faire juste là. Mais oui, je crois que s'il y a une politique gouvernementale, puis on voit très bien aussi, il y a différents plans de développement qui peuvent être gagnant-gagnant, parce que Mme Marois a beaucoup parlé du développement comme à la Norvège. C'est un modèle qui pourrait très bien s'appliquer au Québec. Gouvernement partenaire majoritaire dans le développement et contrôle majoritaire du développement sur son territoire. C'est des choses qui se peuvent. Puis les compagnies vont s'adapter à ça. Il peut y avoir aussi totalement différent, que ce soit de la taxation, des redevances, des choses comme ça. C'est des modèles qui sont différents. La chose qui est importante pour l'économie, puis pour développer cette industrie-là, c'est qu'on ait des lois qui sont prévisibles, puis des règlements qui sont prévisibles. Puis ça, c'est ce qui nous manque présentement. Le Québec, on a une capacité de développement avec nos cerveaux qui sont ici, nos collèges, nos universités, qui est merveilleuse. On a des bons penseurs,
Puis, en plus de ça, on a la chance d'avoir de la ressource. Pourquoi pas le contrôler? Le but de mon association, c'est un petit peu ça aussi. C'est de s'assurer que ce soit fait par des Québécois. Moi, j'adore travailler avec les gens de l'Alberta, j'adore travailler avec les gens de l'Europe, mais quand on va faire le travail chez nous, j'aime beaucoup mieux travailler avec quelqu'un de Caplan ou de Saint-Siméon ou de Gaspé, puis un entrepreneur qui va avoir son entreprise là, qui va faire vivre le monde là. Après ça, qu'il y a des entreprises qui vont se développer, que ce soit à Gaspé, que ce soit à Bonaventure, que ce soit à Rimouski, dans la pétrochimie, dans le développement, développer des nouvelles ressources, des voies alternatives d'utilisation de cette ressource-là. C'est ça qui est important. Je ne peux pas parler pour toutes les entreprises, mais je suis une personne d'affaires. Puis, regardez encore une fois le développement qui a eu lieu en Norvège. Est-ce que les entreprises sont là? Oui. Le gouvernement du Norvège, avec Statoil, possède 72% de tout. Ça fait qu'il investit 72%, il retire 72% des bénéfices. Chaque Norvégien a une valeur de plus de 200 000 $ quand ils viennent au monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de le faire par eux-mêmes. Tu peux aller dans un développement qui est différent, comme je l'ai dit, mais c'est en étant socialiste au Québec, beaucoup plus que différents endroits, mais je verrais que c'est un modèle qui pourrait très, très bien faire. Puis les entreprises gagneraient aussi, parce que les entreprises qui ont l'expertise, que ce soit un Petrolia, un Junex, les gens qui sont déjà là, qui ont déjà la connaissance sur le terrain, mais ils iraient chercher un partenaire majeur avec le gouvernement pour pouvoir le faire. Ça fait qu'à ce niveau-là, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Là, il va falloir que le gouvernement fasse un choix. Est-ce qu'ils deviennent partenaires avec les entreprises ou est-ce qu'ils s'en allent vers une taxation, qui est les redevances et les taxes? À partir de là, bien là, tu peux regarder qu'est-ce qui se fait un petit peu partout, dépendamment que ce soit dans le gaz, que ce soit dans le pétrole, que ce soit dans le condensé, ça va varier de 5% à 40-50%, dépendamment du temps, puis comme ils ont fait avec le régime minier. Ça, c'est une façon différente. La seule chose, tu peux pas, c'est difficile de faire un mix des deux. S'ils deviennent partenaires puis qu'ils ont 72%, là, c'est différent, ou 50%, peu importe ce serait le pourcentage. Mais ce qui manque, encore une fois, puis ce qui fait peur aux gens, les investisseurs, c'est ce qu'on disait, c'est le fait que il faut que ce soit prévisible. Là, au Québec, vous venez de le dire, on n'a pas de loi sur les hydrocarbures à jour. Je pense qu'il y a une soixantaine de lobbyistes d'inscrits. La façon que ça fonctionne au niveau je ne peux pas vous dire au fédéral, c'est au provincial, là, je connais le fonctionnement, c'est que toute entreprise commerciale qui va parler avec le gouvernement doit s'inscrire au groupe. Au niveau de la population, tu n'as pas à t'inscrire comme lobbyiste. Les groupes d'opposition n'ont pas à s'inscrire non plus. Okay? Mais même si tu ne rencontres pas nécessairement le gouvernement, tu peux aller rencontrer une fois. Les gens doivent être tout inscrits, parce qu'on regarde comme Lucien Bouchard est inscrit comme lobbyiste, mais tout le monde du bureau aussi sont inscrits. Michael Binion, la plupart des entreprises sont inscrites quand ils vont parler avec le gouvernement, puis ça va avec la loi. Est-ce qu'il y a des rencontres qui sont fréquentes? Je vous dirais que non. Est-ce qu'il devrait y en avoir plus? Je vous dirais que oui. Parce qu'il y a une ouverture au niveau de l'industrie pour travailler avec le gouvernement. Les gens de l'industrie veulent s'asseoir puis veulent discuter le plus possible. Des choses qu'on voit, puis que ce soit autant au niveau provincial que régional. C'est pour ça que moi, je préconise, si on va de l'avant, qu'il y ait la possibilité d'avoir des développements avec la communauté locale, mais qu'il y ait des groupes de discussion. Au niveau des citoyens, mais les citoyens n'ont pas nécessairement à s'enregistrer. Ça fait qu'on ne peut pas vraiment savoir, exemple, je vous dirais, qui rencontre Daniel Breton. Si c'est une entreprise, on va le savoir. Si c'est un particulier, mais on ne peut pas le savoir. Mais c'est des registres qui sont consultables par les gens. Quand il n'y a pas d'avantage, quand tu ne vas pas chercher un avantage monétaire ou un avantage pour avoir un contrat, normalement, une personne n'a pas besoin de s'inscrire comme lobbyiste. C'est dans la loi sur les lobbyistes. La chose qu'il y a là-dedans, c'est il y a différents niveaux, parce que tu dois t'inscrire aussi, que ce soit, tu parles avec un maire,
ou que tu parles avec un député ou un ministre ou la première ministre, tu dois t'inscrire au registre des lobbyistes, puis tu dois être transparent dans ton processus. Puis ça, je pense que c'est très bien. Respecter la loi sur le lobbyisme le fait bien. Mais tu peux avoir des gens qui font des activités de lobbyistes sans que ce soit considéré comme des lobbyistes. Parce que tu peux, exemple, vous iriez pour promouvoir l'adoption d'une loi sur la nourriture des enfants le matin. Okay, vous n'avez pas d'avantage personnel à ça. C'est un avantage seulement pour la communauté. Mais vous pouvez le faire sans vous inscrire comme lobbyiste. Nous, notre message, on s'inscrit comme lobbyiste, mais comme moi dans l'association, c'est qu'on veut qu'il y ait une loi d'adopter avec des règles claires. On n'a pas de but précis sur notre loi. Je veux que la loi soit la plus stricte possible. Avec l'utilisation des meilleures pratiques de l'industrie, c'est ce qu'on préconise. Une des conditions qui est nécessaire au développement régional, c'est que les gens s'impliquent. Ils s'impliquent à partir du début. Il ne faut pas voir ça comme une grosse industrie, quelqu'un de l'extérieur. C'est une ressource qui est régionale. C'est du travail qui va être régional aussi. Donc, ça peut être encadré régionalement. Québec va dicter les lois au niveau des ressources naturelles pour l'exploitation des hydrocarbures. Mais le travail va quand même être fait local. Ça fait que des décisions doivent être prises à partir de ce qu'on a localement. Il n'y a rien qui est noir, il n'y a rien qui est blanc là, dans tous les domaines. C'est différentes zones, mais il faut vraiment aller voir, aller au fond des choses. Questionnez-vous aussi, la personne qui va me parler d'un forage, il a été sur combien de forages? La personne qui va me parler de la fracturation hydraulique, qui vient me dire qu'il est telle ou telle chose, mais il a participé à combien de fracturations hydrauliques? Il a vu combien de logbooks? Il a parlé vraiment avec combien des personnes qui le font réellement? Après ça, baser notre raisonnement sur des faits scientifiques. Puis ça, c'est déstabilisant parce que quand tu arrives dans une croyance, quand tu as une peur de quelque chose, puis tu arrives avec des faits scientifiques, bien souvent, tu n'as pas tendance à vouloir les croire. Ça, j'ai tout le temps appelé ça la peur de l'araignée. Puis c'est ce qui se produit un petit peu avec notre développement. Parce que les gens n'ont pas été habitués à l'avoir, ce développement-là.